Ce mercredi 8 septembre s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Un procès historique, inédit, celui d'une nuit d'horreur où 130 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées sur des terrasses au Bataclan et au Stade de France. 9 mois d'audience filmée dans une salle construite exprès pour l'occasion avec quelques 1800 parties civiles et plus de 300 avocats. Dans le box des accusés, 11 hommes présents, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos djihadistes qui ont semé la terreur cette nuit-là. Ce procès hors norme va-t-il pouvoir lever les zones d'ombre qui demeurent autour de ces attaques aujourd'hui? Est-ce que les leçons de ces événements ont été tirées? 6 ans après, quel est l'état de la menace terroriste en France? Est-elle plus forte avec ce procès? On va en débattre avec nos invités ce soir. François Zimret, avocat et diplomate, vice-président de l'Association française des victimes de terrorisme. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Pierre Conessa, spécialiste des questions de défense, auteur notamment de Le lobby saoudien en France, aux éditions de Noël. Et puis on retrouvera un petit peu plus tard en duplex de Bruxelles Louis Collard. Il est journaliste police-justice au quotidien belge Le Soir. Et puis Wassim Nasr, journaliste France 24 et spécialiste des réseaux djihadistes, nous rejoindra un petit peu plus tard également en plateau. Merci à tous en tout cas d'avoir répondu présent ce soir. Alors d'abord, j'aimerais qu'on regarde un sujet qui revient sur les zones d'ombre qui demeurent autour de ces attaques. Alors que débute ce procès, il est signé Florent Rodeau. Et si les attentats du 13 novembre avaient une visée bien plus large? Mars 2016, les policiers belges font une découverte cruciale. Ils mettent la main sur un ordinateur de la cellule terroriste abandonné dans une poubelle de Bruxelles. Sur son disque dur, les plans initiaux des attentats, 5 sous-dossiers correspondant à 5 commandos et non 3. Le groupe Omar tue 39 personnes sur les terrasses de café. Le groupe français en assassine 90 au Bataclan. Le groupe irakien ôte la vie d'une personne au Stade de France. Quid, en revanche, des 2 autres? Le groupe Schiphol semble décrire une attaque à l'aéroport d'Amsterdam qui n'a pas eu lieu. L'autre, baptisé Métro, fait visiblement référence à un 4e projet d'attentat à Paris le 13 novembre. Alors, qui devait mener ces attaques? Pourquoi ont-elles été avortées? Après 4 ans et demi d'instruction, certaines zones d'ombre persistent, notamment sur l'origine des armes utilisées par les terroristes le 13 novembre. Un flou qui entoure aussi la veille du drame et le rôle joué par le 11e homme, Mohamed Abrini. Ami d'enfance de Salah Abdeslam et d'Abdelhamid Abaoud, il quitte Bobigny, où loge une partie du commando aux alentours de minuit. Dans le même temps, un autre membre du commando part de la seconde planque d'Alfortville direction Bobigny. Ce changement visait-il à compenser la défection d'Abrini? A-t-il eu une incidence sur la réorganisation des commandos? 4 mois plus tard, ce dernier apparaît sur la vidéosurveillance de l'aéroport de Bruxelles, juste avant l'attentat perpétré par 2 complices. Bilan, 32 morts. Abrini sera le seul à ne pas déclencher sa bombe. Pourquoi? Les enquêteurs ne le savent toujours pas. Autre question toujours sans réponse, pourquoi Salah Abdeslam a-t-il renoncé à tuer et à mourir le soir des attentats du 13 novembre 2015 ? A-t-il sciemment renoncé à se faire exploser? Sa ceinture explosive abandonnée à Montrouge a-t-elle dysfonctionné, comme l'assure une expertise? Autant de questions qui seront posées à la barre aux seuls membres des commandos parisiens encore en vie aujourd'hui. Alors beaucoup de zones d'ombre, on vient de le voir. François Zimret, ce procès, ça va permettre de lever un peu justement tous ces mystères. Ça va permettre de répondre au désir de vérité des victimes. On imagine qu'il est très fort aujourd'hui. En partie, c'est l'objet du procès. Mais je pense que la vérité apparaîtra par morceaux, par lambeaux. Et elle sera parfois décevante, cette vérité. D'ailleurs, comme association de victimes des terrorismes, notre rôle, c'est de les préparer aussi aux déceptions auxquelles une épreuve comme celle-là les expose. Ce procès, c'est une étape, mais c'est aussi une épreuve pour les victimes. C'est une épreuve d'abord parce qu'elles attendent une vérité qui n'apparaîtra que de façon très fragmentaire et qui, lorsqu'elle apparaîtra, ne sera pas à la hauteur des explications qu'elles attendent.
et pas à la mesure du drame qu'elles ont subi et qu'elles subiront toujours. Donc je ne sais pas encore ce que nous découvrirons et ce qui restera dans l'ombre après le procès. La vérité, c'est un des objectifs du procès. Faire passer le droit là où il y a eu le chaos et le déni de toute humanité, c'est un autre objectif. Je préfère cela que parler de justice, justice est faite, justice... Non, la justice, on ne rendra jamais justice de ceux qui sont morts, de ceux qui sont blessés à jamais dans leur être, dans leur chair. Je n'aime pas cette expression « faire justice », non. Mais en revanche, faire passer le droit et que le dernier mot soit à ce que nous avons de plus élevé dans la civilisation, c'est-à-dire les règles de droit, c'est ce qu'on peut faire de plus haut dans cette affaire. Pierre Conessa, vous partagez cette analyse. C'est le procès du terrorisme, de l'état de droit face au terrorisme, finalement, aujourd'hui? Dans son principe, oui. Est-ce que ce sera le résultat qu'on atteindra? On a constaté aujourd'hui qu'Abdeslam, si je reprends une expression connue, il est dans une stratégie de rupture. C'est-à-dire qu'il commence tout de suite à dire « je suis une victime ». Le traitement qu'on m'inflige est inadmissible, c'est scandaleux, etc. Il a dit qu'on les traitait comme des chiens. On les traitait comme des chiens. Bon, il vaut mieux vivre comme un chien qu'être tué comme un chien, comme il l'a pratiqué lui-même. Mais vous voyez, il est donc fermé à toute idée de repentir. Et donc, il va probablement tenter de faire de ce procès une chambre d'écho. Et évidemment, qu'il sera d'autant plus entendu que la couverture médiatique sera particulièrement importante. Donc là, je renvoie aux médias, si vous voulez, le minimum de retenue qu'il va falloir observer par rapport à cette stratégie, parce que vous lui offrez une chambre d'écho, et c'est normal, hein, c'est un devoir d'information. Mais je veux dire, il faut faire très attention au fait que justement, il va retourner la chose à son avantage. Louis Collard, vous êtes journaliste au journal Le Soir, vous êtes à Bruxelles, vous avez suivi cette affaire de très près. Salah Abdeslam, c'est l'accusé le plus médiatique. Lors de son procès en Belgique, c'était en 2018, il était resté mutique. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette fois-ci ? Oui, bonsoir Claire Bonichon, bonsoir à tous. Effectivement, lors de son procès qui s'est tenu à Bruxelles concernant une fusillade qui s'est tenue rue du Driss, où d'ailleurs il avait réussi à prendre la fuite par les toits pendant qu'un complice tirait sur les policiers, il a aussi suivi cette stratégie de rupture qui consistait effectivement d'une part à rejeter la justice de nos démocraties, à en dénier le droit de le juger et également à faire passer des messages de propagande. Donc, ce qu'on peut craindre effectivement, c'est qu'il continue à persister dans cette voie et donc à ne pas apporter les réponses aux questions et à lever certaines zones d'ombre que votre sujet juste avant a très bien explicité. Françoise Imray, ça risque ce procès d'être une tribune pour ces terroristes justement ? Oui, ça peut être une tribune. D'un autre côté, ils ont le droit de s'exprimer et c'est l'honneur d'une civilisation comme la nôtre que de pouvoir offrir un procès équitable. Le procès, il faut le dire, et c'est une pédagogie qui est difficile et que l'on fait comme association de victimes. Il est fait autant et peut-être d'abord pour les accusés avant pour les victimes. Alors c'est difficile quand on ressent quand on est une victime. Mais bien entendu, le dernier mot, ils auront non seulement l'occasion de s'exprimer, mais ils auront le dernier mot, ils auront le bénéfice du doute face à toutes ces règles de droit qu'ils ont niées, qu'ils ont bafouées et qu'ils ont niées en se faisant justice soi-même, justice entre guillemets bien sûr. Et ça, ils l'ont fait d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait très justement M. Conessa tout à l'heure, parce qu'eux-mêmes se considèrent comme des victimes. Et un des ressorts de la mentalité, du processus mental du terrorisme qui le conduit à passer à l'acte, c'est de puiser dans la conviction qu'il est une victime de la société, le sentiment qu'il a le droit de commettre ce qu'il sait illégal et ce qu'il sait immoral. Et donc cette victimisation, c'est important aussi pour nous, associations de victimes, de dire qu'il ne faut pas qu'elle trouve... on ne peut pas l'empêcher de parler. Et on ne peut pas empêcher la presse de relayer, bien sûr, dans les mesures que vous avez dites, ce qu'elle dit. Mais on peut dire au corps social qu'il a une responsabilité s'il fait écho à cela et s'il donne prise à ce discours victimaire que ne manqueront pas de développer un certain nombre de prévenus, d'accusés
et parfois et peut-être de leurs conseils. Pierre Conessa, justement, ça va permettre de mieux cerner la personnalité de ces accusés, des petits délinquants finalement de France et de Belgique pour la plupart qui sont engagés dans une radicalisation meurtrière. Oui, c'est une sociologie qui est assez fréquente, c'est-à-dire des délits de droit commun avec des condamnations assez légères, parce que je crois qu'Abdeslam, par exemple, avait fait un braquage d'une banque pour lequel il a été condamné à 1 an avec sursis. Je ne trouve pas que ce soit une décision de justice particulièrement adéquate, puisqu'après, effectivement, quand on entre dans la petite délinquance, si on est avec sursis, ma foi, ça veut dire qu'on peut recommencer. Et donc, jusqu'au moment où, effectivement, devant cette course un peu à la déchéance de plus en plus accélérée, il y a tout à coup ce ressaut que fournit le radicalisme religieux. C'est-à-dire tout à coup cette conversion, si vous voulez, où l'individu déchu par la société se retrouve tout à coup un positionnement au-dessus de cette société. Et donc là, c'est assez fréquent, malheureusement, et l'essentiel des profils sont d'ailleurs de cette nature-là, c'est-à-dire des jeunes, si vous voulez, qui ont trouvé dans la religion, version radicale, pas dans la religion, dans le radicalisme, quelque chose qui était une espèce de sursaut, de réhabilitation. Et si elle suppose, parce que quand même, il faut bien reconnaître que la victimologie est très à la mode en ce moment. Oui. Ce n'est pas le seul moment dans lequel on vous explique qu'on est victime, ça peut être le cran, ça peut être ci, ça peut être ça. Et donc, on a effectivement cette espèce de retour de charge de la preuve aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui doit prouver qu'on a fait ce qu'il fallait pour l'intégrer. C'est la société de prouver qu'elle n'est pas coupable d'en avoir fait les victimes. Qu'elle n'est pas coupable de ne pas avoir pas réussi à l'intégrer. D'avoir créé finalement ces monstres. Pardon ? D'avoir créé ces monstres. Oui, mais on reproche à la société de devoir prouver qu'elle n'a pas réussi à l'intégrer. Mais enfin, vous savez, la France est un pays qui a une originalité, c'est que le pays qui a accueilli la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté arménienne et la plus grosse communauté musulmane des pays de l'Europe occidentale, elle n'a des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc la charge de la preuve consistant à dire c'est la société qui est responsable, si vous vous retournez vers les autres communautés, vous vous dites mais bon, et pourquoi les autres ne passent pas au terrorisme? Donc il faut faire très attention au type de discours qu'on tient face à ce genre de gens. Oui. Vous vouliez réagir ? Non, je suis d'accord, il faut être très prudent et la complaisance vis-à-vis du discours victimaire contribue à favoriser effectivement le passage à l'acte. Et cette idée si répandue et si choquante selon laquelle la fin justifie les moyens, et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il est rare que le terroriste ait conscience de faire le mal. Ce qui est terrible, c'est que dans leurs actes monstrueux, ils ont le sentiment, si on écoute ce qu'ils disent, de faire une forme de justice. On a vengé un tel, j'exerce une revanche légitime. Et il faut absolument pas rentrer là-dedans. Louis Collard, vous êtes à Bruxelles. Ce procès, c'est aussi le procès des failles de la part des services de renseignement. Il y a eu un manque à l'époque de coordination entre la Belgique et la France, notamment. C'est vrai qu'on pourrait aussi être tenté de faire ce procès-là, celui des services de renseignement, pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas vu l'entrée sur le territoire européen, plus globalement, et en particulier en France et en Belgique, de tous ces commandos envoyés depuis la Syrie. La question de la coordination peut faire débat parce qu'effectivement, il y a eu des points d'amélioration qui n'ont été apportés qu'après l'événement tragique. Et ça, c'est évidemment regrettable. C'est malheureusement souvent comme ça. C'est après la catastrophe qu'on en tire les conséquences et qu'on améliore les procédures. Ça a été le cas encore ici. Cependant, il n'y avait pas zéro coordination entre nos deux pays. On a deux systèmes judiciaires qui se parlaient déjà depuis, en particulier depuis 2014, et l'attentat au musée juif de Belgique, perpétré par Mehdi Nemmouche, qui était en fait le premier attentat commis par un homme de Daesh sur le territoire européen. Il a été arrêté à Marseille, je le rappelle, et donc à ce moment-là, il y a déjà eu une forme de coopération avancée. Entre les services de renseignement, ça peut être plus poussif et ça a peut-être effectivement laissé passer quelques informations, mais les principales failles, en fait, elles ont été dans le suivi des Belges en Belgique, ou en tout cas des ressortissants belges, parce que Salah Abdeslam est de nationalité française. Par exemple, on sait que les frères Abdeslam ont été suspectés d'être partis en Syrie ou d'avoir voulu partir en Syrie.
Et en réalité, Brahim Abdeslam y est parvenu. Il est revenu en Belgique, il a été interrogé, mais on n'a pas tiré les conséquences et on n'a pas vraiment découvert l'ampleur de ces projets. Donc les failles sont peut-être plutôt à chercher du côté des services de police et de justice locaux au niveau des coordinations entre nos deux pays. Pierre Conessa, aujourd'hui, est-ce que la communication entre les services de renseignement s'est améliorée? Est-ce qu'on pourrait arriver à une telle situation? L'organisation de ces attentats de novembre 2015 porte une marque qui est très, très astucieuse, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'un réseau doit être à cheval sur plusieurs frontières. Parce que vous vous enfermez à ce moment-là dans tous les échanges de renseignements qui doivent être validés par la justice, que quand vous demandez l'extradition d'un individu, ça doit passer par une procédure longue, etc., qui s'y est inscrite dans l'état de droit. Mais je rappelle quand même qu'en termes de coopération européenne, quand il y a eu les attentats de 95 à Paris, il a fallu 13 ans pour obtenir l'extradition de Rachid Ramdad d'Angleterre. Vous vous rendez compte, 13 ans. Ça veut dire que vous avez des justices qui expliquent que notre justice à nous, elle est meilleure que la vôtre. Donc, on ne va pas vous donner ce type qui est un assassin avéré. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'espère qu'on a fait des progrès. Mais encore une fois, on est dans des procédures lourdes parce que c'est des droits individuels importants à maintenir, etc. Les services eux-mêmes, si vous voulez, ont certainement plus collaboré et mieux collaboré puisque on verra probablement tout à l'heure si on parle de la menace, que si vous voulez, quand on regarde le ratio attentats qui ont eu lieu, attentats déjoués, on s'aperçoit que la proportion des attentats déjoués a largement augmenté. Donc cet électrochoc qu'a constitué novembre a certainement permis de ressortir des vieux dossiers, si vous voulez, qui étaient enferrés dans des tuyauteries administratives. François Zimret. Donc, comme cela a été dit tout à l'heure par votre correspondant, malheureusement, on progresse par le retour d'expérience et ce sont nos échecs. Mais les échecs sur lesquels, ou des échecs relatifs, ou des erreurs sur lesquelles on se penche pour que cela ne se reproduise pas, et qu'on en tire les leçons, c'est une chose. De là à transformer le procès des accusés et le procès de l'islamisme radical en procès de l'État, non. Je veux dire que si ça devenait le procès de l'État, on priverait les victimes du procès auquel elles ont droit aujourd'hui, et qui est le procès des accusés, de ceux qui sont dans le box des accusés, et de l'idéologie qui les sous-tend. Mais qu'on se pose des questions sur comment est-ce que des erreurs ont pu être commises, est-ce que nos méthodes de renseignement, de circulation de l'information, nos process, peuvent être améliorés. Et depuis novembre 2015, justement, de très nombreuses lois ont été votées pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Il y a les lois et leur application. Ce sont des questions complètement légitimes et on commettrait une erreur et même une faute si on ne le faisait pas. Mais ce n'est pas l'objet du procès. Donc il est très important aujourd'hui quand même de rappeler que ce sera l'occasion de s'interroger sur la mise en œuvre de ces mécanismes et de ces lois, leurs limites, évidemment, sur les progrès faits depuis, avec les résultats que vous venez de souligner. Mais ce procès ne doit pas être le procès de l'État, ça doit être le procès des accusés. Le procès des accusés pour connaître la vérité de ce qui s'est passé? Oui, mais si vous voulez, entre la vérité des faits et la vérité en profondeur qu'évoquait Maître tout à l'heure, c'est ça qui est le plus grave. C'est-à-dire, va-t-on véritablement faire le procès du salafisme djihadiste ou pas? Bon, quand vous savez que le salafisme djihadiste, c'est l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite a pu découper en morceaux un opposant qui était dans un consulat et qu'il n'y a eu aucune sanction, si on compare simplement avec ce qui s'est passé avec Skripal, avec la Russie, on se rend compte que, si vous voulez, la machine continue à tourner. Et donc, tous ces gens qui obtiennent de l'argent des mosquées radicales, etc., avec l'aide de l'Arabie Saoudite, de la Ligue islamique mondiale, je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Par contre, on va considérer qu'un attentat, il faut le juger en soi. Or, le problème pour le politique, c'est de le prendre comme un continuum, c'est-à-dire tout son processus de gestion et ce qui s'en est suivi. Je pense que les conclusions sur la réorganisation des services et leur articulation a effectivement beaucoup progressé. C'est pour ça que je vous disais, le ratio attentats qui sont eu lieu et l'attentat déjoué est devenu beaucoup plus important. Mais il reste qu'il y a le procès des autorités politiques à faire. On en parlera dans la deuxième partie de ce débat. On se retrouve après une courte pause. Restez avec nous. Tout
Tout de suite, la deuxième partie de notre débat consacrée à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015, attentats qui avaient fait 130 morts et des centaines de blessés. Avec moi ce soir, François Imray, avocat et diplomate, vice-président de l'Association française des victimes de terrorisme, Pierre Conessa, spécialiste des questions de défense, en duplex de Bruxelles, Louis Collard, journaliste police-justice au quotidien belge Le Soir, et puis Wassim Nasr, journaliste France 24, spécialiste des réseaux djihadistes, vient de nous rejoindre. Ce procès qui s'est ouvert tout à l'heure à la mi-journée ravive la question de l'état de la menace terroriste en France. 5 attentats ont été déjoués dans le pays depuis le début de l'année, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon le ministre, la menace est encore plus élevée pendant les mois de ce procès. On l'écoute, il s'exprimait tout à l'heure chez nos confrères de France Inter. La menace terroriste en France est particulièrement élevée. Et quand il y arrive des moments particuliers, des fêtes religieuses, et évidemment des moments comme vous les avez évoqués, ceux des procès des attentats où la pression médiatique, politique est sur le focus de l'islamisme radical et de son procès, évidemment la menace est encore plus élevée. Wassim Nasr, il y a une menace importante avec ce procès qui va durer au moins 9 mois et dans un contexte également de campagne présidentielle en France. Effectivement, après, la menace est constante et 9 mois, c'est long. Mais si on met en comparaison la tension qu'il y avait pendant le procès Charlie Hebdo, après la républication des caricatures et les discours du président de la République, la tension était beaucoup plus exacerbée à ce moment-là. Parce que si vous voulez, la tension qui s'exerçait, ça cristallisait, donc, quand on parlait des caricatures du prophète, et donc ça élargissait le spectre du passage à l'acte à des gens qui ne sont pas considérés comme dans le noyau djihadiste, on va dire. Alors que ce procès-là concerne l'État islamique. Parce que même au sein même des djihadistes, il y a Al-Qaïda et l'État islamique. Tout le monde n'est pas, au sein même des djihadistes, tout le monde n'est pas favorable, on va dire, à l'État islamique. Donc ça à prendre en considération. Le ministre fait un positionnement, on va dire, politique. Évidemment, la tension existe, mais encore une fois, j'ai tendance à penser que c'était beaucoup plus tendu il y a encore quelques mois. Mais 9 mois, c'est long, encore une fois, et ça n'exclut pas que quelqu'un décide de passer à l'acte pendant un moment clé de ce procès. Pierre Conessa, la menace, elle est plus élevée en ce moment, avec le début de ce procès ? Non, il y a un paroxysme médiatique, si vous voulez, aujourd'hui et puis dans les jours à venir. Ensuite, ça va devenir quelque chose de banal dont la quotidienneté ne va plus rendre obligatoirement de faire un compte-rendu. Non, la menace terroriste, elle existe indépendamment du procès. C'est quand même ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que je regardais par exemple que... Elle est aussi élevée qu'en 2015 aujourd'hui, la menace terroriste en France ? Oui, elle n'a pas les mêmes formes. C'est-à-dire que la disparition de l'État islamique donc, a changé la nature du terrorisme. On n'est plus dans des grands réseaux organisés avec des multiplicités d'acteurs, etc. On est dans du terrorisme endogène avec des gens qui sont capables de passer à l'acte brutalement sans que les services de renseignement puissent détecter, si vous voulez, leur basculement. Et donc, ça rend d'autant plus difficile, évidemment, de prévoir et de déjouer un attentat, mais ça rend aussi le travail plus facile puisque la DGSI travaille sur un milieu connu qui est quand même le milieu français, alors que la DGSE, si vous voulez, a des milliers d'autres sujets en plus à faire. Donc la menace est effectivement importante, mais encore une fois, c'est le ratio. Par exemple, en 2018, en 2020, il y a eu 10 attentats déjoués, ce qui vous montre qu'effectivement, la menace continue à exister. En 2019, on était à 10. En 2018, on avait 12 attentats déjoués. Donc vous voyez qu'on a une espèce de flux continu de gens. Évidemment, attentats déjoués, c'est toujours le problème du terrorisme, c'est-à-dire juridiquement, on suppose qu'un hypothétique passage à l'acte permet en tout cas de mettre en branle la justice. C'est quand même le seul cas criminel, si vous voulez, qui est comme ça. Donc, ce qui est important, c'est effectivement que les services peuvent travailler plus efficacement, en tout cas pour déjouer. Et puis finalement, c'est pas mal, mais on n'empêchera jamais le scénario de Nice, par exemple. L'individu qui d'un seul coup loue un camion et fonce dans la foule, ça on ne pourra jamais l'empêcher. En tout cas, ce qui est moins, on va dire, possible, c'est la projection de force, comme on a vu depuis le Levant. Donc c'est ce type d'attaque organisée et surtout avec des Européens. Parce que ceux qui ont commis quand même le 13 novembre, et même les attaques de Bruxelles après, ce sont des Européens. Il y avait 2 Irakiens dans l'équipe du 13 novembre. Donc des gens qui sont allés se battre pour revenir dans le flux des réfugiés, s'armer ici, fabriquer leurs explosifs et mourir en kamikaze, dans les rangs de l'État islamique, ils n'ont plus cette capacité humaine.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la velléité, mais aujourd'hui, la capacité humaine leur manque. Ils ont pu constituer, ou auraient pu constituer quelque chose de similaire en Libye. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu juste l'attentat de Manchester qui a été plutôt préparé en Libye qu'au Levant. Ils ont essayé aussi, ils ont envoyé une équipe depuis l'Afghanistan en Allemagne. C'était des Ouzbeks, de la nationalité ouzbek, pour commettre des attentats. Ils ont été arrêtés à temps parce que tout a évolué depuis. Et maintenant, en général, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, parce qu'avant le 11 septembre, on disait c'est pas possible, c'est arrivé. Avant 13 ans, on disait c'est pas possible, c'est arrivé. Donc il ne faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est très difficile de constituer des équipes et de les envoyer, ou même de constituer des équipes d'étrangers sur le sol européen, encore une fois, juste parce qu'il y a un manque de capacité humaine. C'est le nerf de la guerre, la capacité humaine. Et en même temps, Françoise Imray, vous êtes également ancien diplomate. Ce qui se passe à Kaboul, notamment avec la prise de pouvoir par les talibans, est-ce que ça peut servir, ça pourra servir à l'avenir de futures bases arrières pour des terroristes venus frapper l'Europe? J'y pensais également, certainement. Certainement, c'est quelque chose que l'on peut craindre, en tout cas que l'on doit anticiper. Ce qui se passe d'ailleurs depuis quelques jours montre que les talibans n'ont pas changé. Leur attitude vis-à-vis des femmes est quand même est épouvantable. Et il faut regarder cette réalité en face et sans complaisance aucune. Donc oui, c'est un foyer de risque nouveau. Est-ce que ce sera la reconstitution de ce que nous avons connu? Peut-être pas, parce que, comme vous l'avez très bien souligné, ces phénomènes... Mais cette victoire du mouvement islamiste des talibans en Afghanistan, ça peut remotiver justement certains terroristes. Ça peut remotiver, ça peut donner, comme vous l'avez dit, une base arrière. Donc il faut surveiller quand même de très près ce qui se passe. Pierre Conessa? Moi, j'avoue que, d'abord, j'ai jamais réussi à comprendre que c'était qu'un Afghan. Parce qu'un Afghan, ça peut être un Tadjik, ça peut être un Pashtun, ça peut être un Hazara, ça peut être des tas de choses. C'est-à-dire l'Afghanistan en tant que tel, si vous voulez, n'est qu'une espèce d'agrégat. C'est ce qu'on appelle en géopolitique une zone de confins dans laquelle des populations persécutées par les empires se sont regroupées. Les Afghans ne sont jamais aussi unis que quand ils se battent contre quelqu'un de l'extérieur. Et quand ils sont entre eux, si vous voulez, c'est une logique de chef de guerre. Et effectivement, le véritable défi pour les talibans, ça va être quand même d'assurer la maîtrise du territoire. Donc je ne suis pas convaincu, si vous voulez, que la projection à l'extérieur soit leur objectif premier. Ils étaient poursuivis pour avoir accueilli Ben Laden. Bon, et puis, là, justement, est-ce qu'ils pourraient aussi accueillir des groupes terroristes? C'est une bonne question, mais quand les Américains ont négocié justement pour que les talibans leur donnent Ben Laden, ils ont proposé, et on peut les comprendre, qu'ils soient extradés vers un pays neutre, et que ce ne soit pas eux, évidemment, défenseurs d'une certaine forme d'islam radical, qui le livrent. Bon. Les Américains avaient besoin d'une guerre. C'est pour ça qu'ils ont refusé cette solution. Donc on a eu cette guerre d'Afghanistan. Et donc vous voyez que l'histoire ne n'apporte aucune leçon, puisque après les Anglais, après les Russes, les Américains viennent de passer 20 ans à faire une guerre, à détruire un peu plus un pays qui était déjà extrêmement détruit. Donc au bout du compte, tous les gens qui d'ici voient comment l'Afghanistan a tourné, évidemment, vont y trouver une nouvelle cause de mobilisation. C'est-à-dire que les Occidentaux n'ont rien compris. Après, il faut rappeler en tout cas, il faut rappeler déjà qu'en 2001, Al-Qaïda a doublé les talibans. Parce que les talibans, c'est toujours les mêmes. Ils étaient dans une démarche similaire en 96-2001. Ils contrôlaient beaucoup moins de parties du pays. Mais c'était dans une démarche similaire vis-à-vis de la communauté internationale. Et ce qui a fait échouer leur plan, c'est l'attentat du 11 septembre. Sauf que la dynamique à l'époque, donc la relation... Le 11 septembre, ce sera les 20 ans du 11 septembre, voilà. Samedi. Et donc la relation entre le Mollah Omar et Ben Laden était une relation familiale. Il y a eu des mariages. Les talibans avaient besoin d'Al-Qaïda et de l'apport financier de Ben Laden. Après, là, le temps est passé. La relation aujourd'hui entre Akhundzadeh, le chef des talibans, et Zawahiri n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, Zawahiri est plutôt dépendant de Akhundzadeh. Je ne pense pas qu'après 20 ans de guerre et de djihad, les talibans vont resacrifier leurs gains sur l'autel d'un hypothétique complot ou attentat préparé depuis l'Afghanistan, surtout si on se rappelle que déjà, le 11 septembre, certes, Ben Laden était en Afghanistan, mais il était plutôt préparé à Hambourg et aux États-Unis le 11 septembre. Donc, et aujourd'hui même, Al-Qaïda n'a pas les capacités de faire un 11 septembre. Donc quand les talibans ont dealé à Doha, ils ont dit on va empêcher de préparer des attentats depuis l'Afghanistan, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient renier Al-Qaïda. Et ils ont un autre problème qui est celui de l'État islamique. Et le fait qu'ils se battent contre l'État islamique depuis 2015, ça aussi arrange tout le monde. On va partir à Bruxelles, retrouver Louis Collard. Louis Collard, on parle là du 11 septembre, de la chute de Kaboul mi-août. Ça nous rappelle, avec ce hasard du calendrier, finalement que la lutte contre l'islamisme, elle est encore loin d'être finie.
Oui, tout à fait. Et dans l'esprit des terroristes, dans l'esprit des djihadistes, c'est une guerre qui n'aura jamais de fin, ou en tout cas qui trouvera une fin lorsque il y aura un califat sur l'ensemble du territoire et du monde. C'est un fanatisme qui doit être combattu et qui sera une guerre de longue haleine. Tout ce qu'on peut constater, c'est que, heureusement, la période califale est terminée. Comme le disait Wassim Nasr, de ce fait, l'État islamique a perdu sa capacité de projeter des combattants à l'étranger. Néanmoins, des attentats commis par l'État islamique, il y en a encore régulièrement. Pas en Europe, certes, mais dans les pays où ils sont implantés, évidemment, très très souvent. Ça, c'est une menace pour la stabilité de ces pays-là. Concernant la chute de Kaboul, vous l'avez dit aussi, ce qu'on peut se demander aussi, au-delà du fait que éventuellement, Al-Qaïda notamment pourrait reconstituer un sanctuaire sur place. Ce qu'on peut se demander, nous, en Europe, c'est est-ce que la chute de Kaboul, la prise de pouvoir par les talibans, pourrait constituer pour des personnes radicalisées en Europe, les terrorismes endogènes dont vous parliez, un trigger event, c'est-à-dire ce que les services de sécurité appellent ça les éléments déclencheurs. L'ouverture du procès à Paris pourrait être l'un de ces éléments déclencheurs, et c'est pour ça que la sécurité est à son maximum. Est-ce que la prise de pouvoir par les talibans le sera aussi? On ne le sait pas. Tout ce qu'on voit par contre, c'est que la propagande djihadiste, et en particulier celle d'Al-Qaïda, se réjouit déjà de ce qu'ils appellent une victoire. Et concernant la guerre contre le terrorisme, oui, tout ce qu'on peut dire, c'est effectivement que ce sera une guerre de très longue haleine. Il y a encore, selon le comité des sanctions de l'ONU, de 8 à 10 000 combattants djihadistes en Afghanistan, ce qui est un chiffre extrêmement important, de tout groupe confondu, bien évidemment. Pierre Conessa, vous vouliez réagir? Oui, mais si vous voulez, si on revient à la situation du 11 septembre et qu'on regarde la situation aujourd'hui, le monde arabo-musulman est extrêmement divisé aujourd'hui. Bon, d'abord, vous avez une guerre sunnite-chiite qui commence au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, à Bahreïn, au Yémen et même au Nigeria. Bon, déjà, on ne peut pas dire que ce soit un front uni. Bon. Donc, est-ce que les talibans vont taper sur les Hazaras, par exemple, qui sont les chiites? C'est-à-dire, s'ils tapent sur les Hazaras, qu'est-ce que va faire l'Iran, qui, encore une fois, se considère comme le leader de la cause chiite? Deuxième chose, on a une rivalité Al-Qaïda-Daesh qui est une rivalité sanglante. Donc, les deux leaders, si vous voulez, sont sur des sociologies différentes, mais ils sont des ennemis. Et puis, rappelez-vous que les talibans viennent de subir une espèce de gifle, si vous voulez, que l'attentat à l'aéroport de Kaboul. C'est-à-dire que vous avez donc... Qui a été revendiqué par l'organisation État islamique sur place. Qui a été revendiqué par l'organisation État islamique et qui prouve que, si vous voulez, les talibans ne sont pas sûrs de leur politique. Est-ce qu'ils vont accueillir des réfugiés de l'État islamique, d'Al-Qaïda, etc. Donc, il y a un monde qui est aujourd'hui totalement différent. Ce que je reproche toujours, c'est qu'on veuille s'en mêler. C'est-à-dire qu'on pense que quand on va envoyer des soldats avec un casque bleu, on va arriver à mettre de la paix là-dedans. Bon. Et Wassim Nasr, il y a également le sel qui pourrait servir de base arrière. Après, c'est une dynamique totalement différente de celle de l'Afghanistan. Au Sahel, il y a deux acteurs majeurs, donc le JNIM, Jamaat al-Muslimin, qui dépend d'AQMI, et l'État islamique. L'État islamique a subi des très grosses pertes dernièrement de par la force de frappe française, qui travaillait étroitement avec l'armée du Niger sur la zone des trois frontières. Il a perdu une bonne partie de son commandement. D'un autre côté, on a le JNIM, donc, qui dépend d'Al-Qaïda, qui a fait communiqué sur communiqué pour dire que la guerre avec la France est au Sahel et pas en France. En disant, on n'a jamais essayé de faire d'attentats en France, ça n'arrivera pas. La guerre avec la France et contre les intérêts de la France, c'est au Sahel. Donc c'est une percée, on va dire, à cause de ce nouveau élément qui est celui de l'État islamique. D'ailleurs, j'ai écrit un papier pour le Soufan Center à New York dernièrement où je disais qu'il faut utiliser la négociation aussi, parce que tous les pays de la région négocient. Les Mauritaniens, les Burkinabés, les Maliens au Niger, ils négocient avec cette faction parce que négociation n'est pas soumission et ça va de pair avec la force militaire. Donc aujourd'hui, après 8 ans d'engagement, la négociation doit faire partie de l'équation, comme auparavant, il y a été sujet de négociation, que ce soit avec l'OLP, ou que ce soit avec l'IRA, ou d'autres groupes, justement parce qu'il y a ce nouveau facteur qui est celui de l'État islamique, qui est perturbateur. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si Al-Qaïda, AQMI en tout cas, n'a pas de velléité terroriste en Occident, l'État islamique les a. Il y a déjà eu l'attentat de Manchester depuis la Libye. Donc s'ils réussissent à faire un sanctuaire
et à relier ne serait-ce la circulation entre le lac Tchad et le Sahel, ça sera un gros problème. Et justement parce qu'ils ne veulent pas non plus négocier et ils sont seuls contre tous. Donc il y a plusieurs éléments à juguler et je pense que face à des insurrections, il faut que la négociation fasse partie de l'équation. D'ailleurs, le général Lecointre, avant de quitter ses fonctions, il a dit « on négocie avec ses ennemis ». Donc voilà. 454 personnes sont incarcérées pour des faits de terrorisme et 648 détenus radicalisés. Ce sont les chiffres du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il les a annoncés ce matin. Quid de ces radicalisés aussi qui vont un jour, peut-être demain, sortir de prison? C'est un risque. C'est un risque qu'il faut regarder en face. Une association comme l'Association française des victimes du terrorisme essaye à sa mesure de faire face à ce risque. Et une des plus belles actions que nous faisons, c'est que des victimes du terrorisme, une fois qu'elles se sentent prêtes, vont parler à des prisonniers, vont parler à des auteurs, vont parler à ceux qui pourraient être tentés de les suivre. Et ce sont ces actions qui peut-être devraient être multipliées avec un peu plus de moyens, qui peuvent peut-être porter des fruits. Parce que on parle des armes, de leur circuit, de leur trafic, mais il y a un armement idéologique qui est très fort et qui circule dans les prisons. Et la seule façon de briser cet armement idéologique qui fait le terreau du terrorisme de demain, qui fait les djihadistes de demain, c'est la confrontation avec... c'est d'abord de considérer les gens comme des êtres humains, y compris ceux qui sont enfermés, et de leur parler à cœur ouvert. Ce que savent très bien faire certaines victimes du terrorisme. Et ce qu'on voit aujourd'hui à l'ouverture de ce procès avec la provocation de Salah Abdeslam, c'est qu'il n'entend pas, pour le moment, se laisser prendre au piège de son humanité et de la rencontre avec l'humanité souffrante de ses victimes. Mais dans le dialogue qu'il peut y avoir, dans le parloir, les choses peuvent être différentes. Donc ça, c'est un travail très très important. Mais pas d'angélisme, il faudra évidemment une très grande surveillance. Pierre Connet. Oui, vous savez, à l'époque de Mohamed Merah, il y avait à peu près 2000 fichiers S. Maintenant, on est à 12 000, 14 000, je ne sais pas combien. Mais comment on surveille tous ces fichiers S aujourd'hui? Est-ce qu'on en a les moyens? C'est que les indicateurs, si vous voulez, qui font la classification, sont des indicateurs qui sont beaucoup plus intrusifs, si vous voulez, qu'ils n'étaient à l'époque. Bon. Si vous pensez qu'on peut augmenter les forces de police à due proportion de ce qu'on constate comme fichier S, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Bon. Donc il faut être cynique. Le seul moyen, c'est de vider le stock. Vider le stock, ça veut dire qu'effectivement, tous ceux qui sont condamnés pour terrorisme, qui sont condamnés pour soutien au terrorisme, doivent faire l'objet d'une politique pénale particulière. Moi, personnellement, je regrette qu'on ait raté la discussion sur la déchéance de nationalité, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de raison que ça existe pour trafic de drogue et ça n'existe pas pour terrorisme. C'est quand même une caricature de discussion qui avait eu lieu juste après, justement, ces attentats du 13 novembre. Donc, si vous voulez, vider le stock, ça veut dire que des binationaux qui ont la nationalité française, il n'y a aucune raison qu'ils la conservent, surtout s'ils sont soupçonnés et s'ils ont participé à des actes terroristes. Et deuxième version, si vous voulez, qui est essentielle aussi, c'est réformer le droit d'asile. Le droit d'asile, quand on l'a conçu dans les années 50, c'était pour des réfugiés politiques, mais qui étaient des défenseurs des libertés, c'était les réfusniks, vous vous souvenez? Bon. Or, à partir des années 80, on considère que tout individu qui risque la peine de mort a droit au statut de réfugié. C'est comme ça que s'est constitué le Londonistan en Angleterre. Et les Anglais nous expliquaient que, comme ils étaient là, on pouvait les surveiller. Bon, ils les ont surveillés jusqu'aux attentats de 2004, et tout à coup, si vous voulez, ils ont changé de politique. Donc, il faut faire très attention. On ne peut pas faire de l'angélisme sur un sujet comme celui-là. Moi, j'admire ce que fait la FVT, j'y ai pas d'ailleurs participé. Mais il est évident que, si vous voulez, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau par rapport à cette propagande et cet état d'esprit, ce que Keppel appelle du djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des gens qui sont imprégnés de cette idéologie, qui peuvent demain décider de passer à l'acte. Donc, il faut vider le stock. Et Wassim Nasr, on imagine aussi qu'en cette période de campagne présidentielle en France, il risque d'y avoir une certaine récupération de certains candidats, notamment concernant l'immigration, puisqu'à l'époque, ces terroristes du 13 novembre étaient passés par la filière migratoire. Oui, évidemment, ils sont passés, ça c'est un fait établi. Et moi-même, j'avais fait cette constatation avant les attentats parce que j'avais un contact, je l'ai mis dans mon livre, on l'a mis dans un doc qui a été 4e au Emmy Awards en 2017. On a été voir quelqu'un, un Syrien de l'État islamique, qui était passé avec les réfugiés avant les attentats du 13 novembre.
Bon, c'était un repenti, passons, mais on savait que la route était ouverte en tout cas. Et à l'époque, on ne pouvait pas le dire parce que ce n'était pas concevable pour certains. Donc évidemment, quand il y a un flux de réfugiés, évidemment qu'il y a un risque. Mais ça ne veut pas dire que tous les réfugiés sont potentiellement des terroristes. Et d'ailleurs, même quand il y a eu les exfiltrations depuis Kaboul, par les armées françaises, grosse opération, il y a eu un certain filtrage et il y a eu des gens qui ont été arrêtés et empêchés. Hein. Donc ça fait partie de l'équation aujourd'hui, en rappelant que la situation de 2015 n'est pas celle d'aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui la Turquie elle a fait un mur tout le long de la Syrie et un mur tout le long de la frontière avec l'Iran pour empêcher les Afghans. Il y a une politique donnant-donnant avec Erdogan pour retenir ces flux de réfugiés. Et donc c'est plus la frontière ouverte telle que c'était le cas en 2015. Et les lois ont beaucoup changé depuis. Et il y a eu beaucoup de mesures qui ont été entreprises. Mais évidemment le risque zéro n'existe pas. Et évidemment pour que les djihadistes... Je vous ai dit, l'attentat qui a été déjoué en Allemagne, c'est des réfugiés ouzbeks. Donc c'est un moyen que les djihadistes vont mettre au service de leur action. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout le monde sera potentiellement un terroriste. Nous, on a connu le cas Anzorov, qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire d'un Tchétchène. On se dit, mais voilà une population qui est massacrée, martyrisée, à qui on offre l'asile politique. Et c'est elle qui fournit un jeune type qui va aller décapiter un professeur. Surtout qu'il est arrivé enfant aussi. Donc. Pardon ? Il ne faut pas que ce procès devienne le procès de la société française. Mais ça doit être le procès des accusés. Le procès des terroristes. Merci. Et de l'islamisme. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir pour ce débat. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.